Chapitre 5. Les estimes de soi vulnérables, les basses et les fausses. L'esprit du doute, suspendu sur ma tête, venait de me verser dans les veines une goutte de poison. Alfred de Musset. Au-delà des mouvements normaux de l'estime de soi, il peut exister des profils durables, des styles habituels. Nous ne sommes plus ici dans des phénomènes transitoires et réactionnels, mais dans des traits de personnalité qui vont parfois dépendre des événements pour se révéler, mais parfois aussi en provoquer. Mise en échec, mise en retrait, mise en conflit émailleront ainsi leur quotidien. Assez stables dans leur évolution, ces profils d'estime de soi ne sont pourtant pas inaccessibles au changement. Mais ce dernier devra procéder d'efforts personnels. Le temps qui passe ne suffira pas à rassurer à lui tout seul ces estimes de soi inquiètes. La fragilité de l'estime de soi et les réflexes pour la défendre. Beaucoup d'entre nous souffrent d'un important sentiment de vulnérabilité. Nous nous sentons alors menacés par le simple déroulement de la vie quotidienne et de ses vicissitudes. Les petits risques auxquels elle expose, se tromper, échouer, avoir tort, se retrouver embarqué dans une situation de compétition, vont évoquer pour nous de grandes menaces. Ce sentiment de fragilité peut nous conduire à de nombreuses erreurs. La première est de placer l'image et l'estime de soi au centre de nos préoccupations et de nos efforts, d'où cette obsession secrète de soi dont nous avons parlé. La seconde réside dans la tentation de défendre coûte que coûte son estime de soi et d'avoir recours de manière systématique et donc peu adaptée à une attitude offensive pour la promouvoir ou bien défensive pour la protéger. Ces deux stratégies diffèrent extérieurement mais reposent en réalité sur les mêmes bases. Un sentiment de vulnérabilité, conscient dans le premier cas, qui est celui des basses estimes de soi, et moins conscient, voire parfois totalement inconscient dans l'autre cas, qui est celui des hautes estimes de soi fragiles. Hautes fragiles ou basses, ces deux profils d'estime de soi sont si proches que l'on observe parfois un passage de l'une à l'autre selon les périodes de la vie. C'est le cas de Mathieu, qui fut longtemps un adolescent timide et effacé, mais qui fit de belles études, de grandes écoles et obtint assez tôt, et trop jeune, un poste de haut management dans l'administration. Il devint cassant et hautain lors des réunions et de ses sorties publiques. Pour se vieillir, il se croyait obligé de se durcir. Pour paraître convaincant, il lui semblait qu'il fallait être menaçant. Ces deux profils peuvent aussi coexister au même moment chez la même personne selon les domaines de l'existence. On peut se comporter selon les règles d'une haute estime de soi avec ses proches, se vanter, donner des avis péremptoires, parader, mais adopter les réflexes de la basse estime de soi avec des inconnus ou des personnes impressionnantes, etc. Un exemple de ces mélanges parfois étonnants. Les timides, chez qui des comportements de basse estime de soi en situation sociale peuvent coexister avec une haute estime de soi en rêverie. D'où cet orgueil des timides, plus nourri d'imagination que de réalisation. Ils présentent parfois aussi des sursauts de révolte ou d'inconscience, comme les qualifiait une de mes patientes, sursauts qui les poussent à oser, enfin, habités alors par cette légendaire audace des timides, hélas pour eux rare et imprévisible. Se sous-positionner. L'art de la dérobade des personnes à basse estime de soi. Je suis définitivement convaincu d'être moins bien que les autres, dans tous les domaines, physiques, psychologiques. C'est simple, si on me complimente, cela déclenche presque un malaise physique chez moi, une envie de fuir ou de pleurer. Si on s'intéresse à moi, je me dis que c'est par erreur, c'est que la personne ne sait pas encore qui je suis vraiment. Aucune autre explication convaincante ne me vient à l'esprit. Et passé le premier mouvement de reconnaissance, quelqu'un qui s'intéresse à moi, je suis rapidement submergé d'angoisse. Que vais-je faire de cette estime que l'on semble vouloir me porter?
En combien de temps vais-je la décevoir avant de retomber dans l'anonymat et l'indifférence que je suscite habituellement? Philippine, 32 ans. Ils ont beau avoir l'habitude, les thérapeutes sont toujours étonnés par l'étrange regard que portent sur elles les personnes à basse estime de soi, par leur aveuglement sélectif à tout ce qui est beau et bon chez elles, et à tout ce qui est en elles digne d'estime. Ce n'est pas un délire, elles n'inventent pas leurs défauts, ne les créent pas de toutes pièces. Ils sont bien là, tous ces travers, elles sont bien là, toutes ces imperfections et limitations. Mais ce sont les mêmes que chez tout le monde, ou à peu près. Seulement, chez les personnes à basse estime de soi, il n'existe aucune relativisation, aucune distance, aucune clémence envers ces petites failles. Il est décrété une fois pour toutes qu'elles doivent empêcher de vivre insouciants et à visage découvert comme tout le monde. Pourtant, on les surveille et on les observe, les autres, mais pas pour voir comment ils arrivent à bien vivre avec leurs défauts. On les surveille parce qu'on se livre en permanence au jeu toxique des comparaisons sociales. Pas seulement toxique, biaisé aussi, car on ne regarde et on ne voit chez les autres que ce qui est mieux. Ce qui fait que la comparaison est douloureuse et non pas motivante. Parfois, on compare vers le bas. Cela rassure un peu sur le moment. Puis, très vite, ou un peu plus tard, cela ajoute à l'insécurité et à l'inquiétude, car on y voit un avenir possible. Et si je finissais comme ça, moi aussi? Comment vivre tout de même? D'abord, ne pas prendre de risques. Un seul mot d'ordre, la protection de l'estime de soi. Si l'on ose rechercher un peu de reconnaissance de sa valeur, on le fait avec prudence, en évitant tout risque d'échec. Ce serait trop douloureux, surtout si les autres en sont témoins. Les valorisations sociales risquent d'être rares. Pour les nourritures de l'action, on agit précautionneusement, sans prendre le moindre risque. Si possible même, on n'agit qu'à coup sûr. Pour les nourritures relationnelles, on cherche à tout prix l'acceptation. On essaie de se faire admettre et apprécier plutôt qu'on ne se montre conquérant ou entreprenant. On évite les conflits et tout ce qui pourrait provoquer un rejet. Donner son avis, demander quelque chose qui pourrait déranger. On attend d'être rassuré sur le fait qu'on nous apprécie pour se détendre et se révéler. On prend peu d'initiatives qui supposeraient une prise de risque. Et si on repoussait ou méprisait ma tentative de rapprochement? On dépend finalement beaucoup du bon vouloir des autres. Avec un problème d'hyper-empathie parfois. On est trop dans la tête des autres, trop à imaginer leurs besoins, au point d'en oublier les siens. À force de penser à ce que les autres pensent de nous, on en oublie de se penser soi-même. La basse estime de soi est une forme d'aliénation. Pas étonnant qu'à la fin, on éprouve le sentiment d'être vide et ennuyeux, à force de s'empêcher d'exister, de se construire et d'obéir à la logique du « surtout ne pas me faire remarquer ni rejeter », à force d'œuvrer à la construction d'un sous-moi, insipide, inodore, sans saveur, mais seule vertu, indétectable, irrepérable. Vues de l'extérieur, les basses estimes de soi semblent avoir clairement fait le choix du renoncement. Renoncer au premier rôle, à la mise en avant, à toute forme de compétition trop visible. Évitement et sous-positionnement par rapport à leurs capacités sont leur pain quotidien. Leur stratégie est celle de pauvres en estime de soi qui voudraient éviter la ruine. Comment ne pas tomber plus bas que l'on est ou plus bas que l'on pense déjà être? Ces personnes ont développé un grand art de l'esquive du risque de jugement social. Surtout rester collé au peloton, ne pas tenter de se démarquer, mais essayer aussi de ne pas se faire décrocher. Leur manque de confiance, c'est cela. Ne pas agir, ou le moins possible, par peur non seulement de l'échec, mais aussi des conséquences sociales de l'échec. Lorsque j'étais interne en psychiatrie, je me souviens d'une de mes collègues,
excellente en tout, même en doute sur elle-même, et qui rêvait dans ces périodes de grande angoisse d'abandonner la médecine pour devenir jardinière. Elle imaginait que la pression sur elle serait moindre. « Ce boulot me pèse. La moindre de nos erreurs peut être fatale. Trop dur pour moi, » répétait-elle. Et quand elle n'en parlait pas, on voyait bien qu'elle en était habitée. À sa fébrilité face aux cas difficiles, aux larmes qui lui venaient aux yeux lorsque les chefs de clinique ou nos professeurs lui faisaient des remarques sur les lacunes de ses observations. L'idée de se tromper dans un diagnostic, de ne pas prescrire le meilleur médicament, de décevoir la confiance des patients ou de leurs familles, ou encore de nos aînés qui nous confiaient leurs malades, tout cela était plus que le simple souci qui nous habitait tous. C'était chez elle une véritable hantise. Alors, ce rêve de devenir jardinière, finalement, n'était-ce pas une forme de sagesse? Pourquoi pas, après tout? Il y a des combats trop épuisants à mener, et être jardinier paisiblement peut rendre plus heureux qu'exercer la médecine dans l'appréhension constante. Pourtant, lorsque le choix n'est pas un choix, mais un réflexe de peur, de fatigue, de fuite, qui sait si des regrets ne s'en suivront pas, et si les mêmes inquiétudes ne finiront pas par se nicher là où l'on croyait qu'elles ne pouvaient accéder. Certes, cette construction et cette acceptation d'un sous-moi comportent quelques avantages. Sinon, ce serait aussi intenable qu'une dépression. En renonçant à toute pression et à toute compétition, on obtient une tranquillité relative, une totale acceptabilité sociale. On ne dérange plus personne, sinon ceux qui avaient placé en nous leurs espoirs et attentes de performance. Car ces comportements d'évitement et de dérobade représentent une sorte de lubrifiant social. Que serait la vie dans un milieu peuplé de hautes estimes de soi nerveuses et combatives? Pour le savoir, regardez le milieu du cinéma, de la télévision, de la politique. Mais, à force d'éviter les échecs, on évite d'agir. Et donc on évite aussi les succès. D'où une véritable dévalorisation, c'est-à-dire pas seulement un sentiment, mais une vie objectivement moins riche et dense. Un appauvrissement personnel par diminution et limitation des nouvelles expériences. Il faudrait alors, paradoxe douloureux, beaucoup d'estime de soi pour s'en moquer. Une vie de dérobade, pas de sueur, pas de sang, mais des larmes, de tristesse, d'ennui, de déception, m'avait un jour écrit une patiente pour décrire sa situation. Autre risque, basculer dans la frustration et l'amertume, à force de renoncement, à force de voir les autres pas meilleurs que nous passer devant, s'en sortir, réussir, savourer et afficher leur succès. La position de basse estime de soi est toujours douloureuse, si elle ne relève pas d'un choix en toute liberté. Nous aborderons plus loin la question de l'humilité qui répond à ce dilemme.